Meko. Il est là. Oh, ça me fait plaisir. Depuis tout ce temps. Va oui. Ça va. On y est arrivé, tu as vu? On est arrivé, tu vois. Alors, bon, déjà, on tient à remercier RMC Sport. De m'avoir laissé faire la petite interview avec toi. Faire une petite interview avec nous. Très sympathique, en tout cas, à la Marseillaise, comme on l'aime. Ok. Voilà. Bon, là, je vais te faire une petite surprise, d'ailleurs. Petite surprise. Là, je te vois un petit peu différent. J'aime pas les surprises. Mais tu verras, c'est vachement sympa. Allez, on y va. Des lieux que tu connais, bien sûr. Hein. Ouais. On venait ouvert ici. Il y avait beaucoup d'avantages d'être ici, à centre-ville. On va... Non mais c'est quoi cette blague là? Tu peux rentrer. Rentre. Une personne que tu connais bien. Comment ça va? Dominique. Meko. Ça va, impeccable. Dominique, tu vas bien? Et tu leur faisais à manger, donc... Exactement. Le temps passe. On était bien ici, hein. Je sais, oui. Ceci dit, c'est toujours bon, hein. J'ai eu l'occasion de revenir. Hein. Tiens, on va en profiter, puisque c'était toujours bon. On va suivre le chef. On va te montrer quelque chose, d'ailleurs. On va suivre Dominique. J'ai préparé une petite surprise. Voilà. Attention, je suis gourmand. Hein. Je suis gourmand, mais je fais attention. Donc, c'est vrai, d'ailleurs, tu as la ligne. Hein. Ouais. Alors, ça, c'est les choses qui me piquaient en douce. Ouais. Quand ils allaient manger là-bas à l'Astrolabe. Ouais. Ils allaient manger à l'Astrolabe, ils me piquaient ça. Je faisais ça en amuse-bouche pour nos clients. Alors, ils disposaient sur le bord. Et quand ils arrivaient des chambres pour aller manger ou quoi, avec 2-3, là, ils passaient à côté, ils m'en piquaient une et ils me les bloquaient sur les assiettes. Et il faisait partie d'un des premiers à piquer un peu. Voilà, Je n'étais pas le plus voleur, mais... on avait notre ami Basile qui était bien dans le coup. Il y en avait quelques-uns qui étaient bien. C'était pas un vol. C'est une envie. Bon, surtout pour la nourriture. Il est un peu serré, mais regardez, il n'a pas pris beaucoup. Non, moi je fais toujours attention. C'est pour ça que... Non, mais là ça va, c'est bien. Hein. Donc on peut taper là. Là tu peux taper. Tu peux taper comme tu faisais auparavant. C'est bien parce qu'on ne va pas avoir les dents noires. Le problème c'est qu'avec la tapenade, c'est la moresque qu'il faut. Vous êtes toujours là, ça fait combien maintenant? 25 ans. Dingue. C'est une bonne maison. Oui, une bonne maison. C'est bien ici. Quand on remémore ces moments extraordinaires. En plus, ça, c'était la bonne époque. Hein. Ouais. C'était la grande époque. Merci beaucoup. Merci. Quand tu m'amènes au Sofitel et que tu m'amènes dans les petits recoins, j'ai eu peur. Hein. Ça va, hein. Ça sort bien. Hein. Bon, Eric, après cette petite surprise du chef Dominique, on revient un petit peu sur notre plateau. On va parler un petit peu de l'actualité du jour, du match qui arrive. On va parler de toi. Elle est chaude, l'actualité. Elle est très, très chaude, notamment avec l'arrivée de Lyon. Alors, justement, cet OM Lyon, ça te dit quoi, cette rencontre? C'est le nouvel adversaire direct de l'OM depuis des années maintenant, depuis que Paris est devenu ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc ils prennent chaque année la première place. Du coup, comme la Ligue des Champions est vitale pour les clubs comme l'OM et Lyon, il y a concurrence pour cette deuxième place qui est qualificative directement, même si la troisième l'est devenue aussi ces dernières années, mais c'est vrai que c'est l'adversaire direct, c'est devenu même l'ennemi entre guillemets, et tout ça entretenu par le président Aulas qui aime bien allumer les présidents respectifs de l'OM parce que lui il a un vrai savoir-faire. C'est quand même le boss de son club depuis plusieurs décennies. Et alors que lui, il voit arriver des présidents délégués chaque année à l'OM et il aime bien un petit peu les torturer quand ils arrivent. Et donc du coup, c'est devenu des matchs même chauds, très chauds, puisque il y a eu dans le passé quelques matchs qui ont mal terminé. Et voilà. Donc, et le problème sur cette confrontation ces derniers temps, c'est que Lyon souvent prend le dessus. Donc on a l'impression que cette année ils sont un petit peu moins bien, mais bon. C'est toujours une impression, Eric, parce qu'on connaît, comme tu dis, le président. On sait la ferveur qu'il va avoir autour de ce match, parce que c'est les 120 ans du club aussi. Et puis surtout, il y a le retour de Rudy Garcia, qui va faire encore une évolution incroyable dans ce stade. C'est ce qui a pimenté un petit peu les dernières confrontations, parce qu'on se souvient du retour de Valbuena. Il y a eu plusieurs joueurs qui sont partis là-bas à Lyon, et puis là il y a Rudy, donc du coup qui viennent d'arriver. Il était parti dans des conditions particulières, chaudes, je dirais. Et le fait qu'il retrouve de ce club, l'Olympique de Marseille, où il n'a pas tout réussi. Hein. On comprend aussi des supporters marseillais que par moment, ça a pu grincer. Ce qui a posé problème, c'est les performances de l'équipe. Même s'il y a eu cette fameuse finale de Ligue Europa sur la première saison, enfin entre guillemets, puisqu'il avait fait 6 mois avant. Mais derrière, il y a eu une saison terne, et surtout, ce qui, d'après moi,
à jouer contre lui, c'est au niveau de la communication. Il n'est jamais arrivé à... à dialoguer même avec les gens dans la rue, comme on dit chez nous, à Marseille. Oui, à dialoguer avec lui, mais surtout sur ces débriefs d'après-match. Les conférences de presse. C'était particulièrement mal pris par les supporters. Et on se rend compte aujourd'hui avec Villas-Boas qui lui maîtrise ce secteur du management, parce qu'il faut être aussi intelligent dans les médias maintenant quand tu es entraîneur. On voit la différence, quoi. Et on voit surtout que Rudy en arrive à Lyon, a recommencé à faire ce qu'il faisait ici. Et je sais que du côté de Lyon, ça passe pas trop auprès des supporters, mais après c'est toujours pareil. Ce genre de communication, quand tu gagnes, ça passe. L'année où il était à la finale de Ligue Europa et où ils ont joué la 3e place jusqu'à la dernière journée. Tout était pardonné. Voilà, on oublie ça, mais dès que ça ne marche pas, ça ne passe plus, quoi. Voilà, donc il y a l'attrait de ce match-là parce que c'est 2 équipes qui sont programmées pour jouer encore les places sur le podium, mais il y a le retour de Rudy. Et puis, en effet, tu as dit, il y a l'anniversaire du club. C'est toujours bien d'ailleurs de rappeler que ce club-là est plus que centenaire, quoi, parce que je me souviens, pour les 100 ans déjà, ça marque l'histoire d'un club. Ouais. Quand un club a 100 ans, c'est rare en France. Donc là, ça avait déjà marqué les esprits. Et 120, ça montre que l'histoire est grande, qu'il faut aussi que quand un nouveau joueur arrive, ils connaissent oui, c'est important qu'il y ait cette transmission, et justement le fait que les supporters marquent le coup. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, je vais découvrir avec impatience. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils partiront de David. D'accord. Nous qui sommes Marseillais, on connaît bien. Il y aura une marche jusqu'au Vélodrome. D'accord. Alors il y aura énormément de personnes. Et après, bien sûr, musique, leurs fanfares, ce qu'ils ont l'habitude de faire en fait, généralement. Puis après, dans le stade, voilà, c'est là où tout le stade sera avec des tifos. Exceptionnel. Ça n'a jamais été fait. On va voir ça, mais ça va sûrement marquer l'esprit des joueurs qui viennent d'arriver, notamment. Est-ce que ça peut jouer dans la rencontre, ça, Eric? Cette ambiance ultra chaude comme ça. Ah oui, non, mais probablement ça joue, alors en bien ou en mal, parce que certains ne supportent pas la pression, mais la force du stade Vélodrome, c'est ça, c'est que quand tout va bien, quand tu ne crains pas cette pression-là, quand on parle de 12e homme, c'est le cas. Oui. Et d'ailleurs, sur le dernier match, à domicile, quand on se souvient un peu le scénario de ce match-là et comment ils sont allés le gagner contre Lille, la deuxième mi-temps a été difficile, et ce jour-là, puisque c'était une après-midi, le public a joué vraiment son rôle parce que depuis le début de la saison, de temps en temps, ils étaient un petit peu agacés. Ils étaient un peu en dedans, en fait. Voilà, ils étaient un peu en dedans, voire même ils pouvaient, quand ils prenaient en grippe un joueur, ils pouvaient être contre-productifs. Alors que là franchement, ces 3 points contre Lille, le public a une grande partie. Est-ce que tu ne penses pas aussi que le retour de Benedetto et d'Alvaro a fait aussi changer la donne, parce qu'eux, ils ont l'habitude de ce genre de situation, dans des pays, ça donne un engouement, et puis surtout cette pression. Eux, ils ont l'habitude de cette pression. C'est important d'avoir des cadres, en fait. Ça leur pose pas de problème, normalement. Hein. Et c'est eux, d'ailleurs, qui doivent guider les petits jeunes qui découvrent, ou les petits nouveaux. Petits jeunes, voilà. Hein, on en reviendra. Et bien sûr qu'eux se nourrissent de ça. Voilà, et donc là, contre Lyon, je suis sûr que les supporters vont jouer leur rôle parce que la rivalité motive aussi les supporters, et ça va être chaud. J'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer parce que tout le monde nous dit que ça va être beau. Ça va être beau, et surtout c'est un match à 6 points. Parce qu'on sait que si l'Olympique de Marseille venait à battre l'Olympique Lyonnais, il les mettrait à 6 points. Ce qui ferait quand même un confort assez considérable. Non, même si du championnat. Le problème, mais psychologiquement, et pour la suite, c'est important. Oui, le niveau comptable sera important, bien sûr. Mais c'est surtout gagner enfin ces gros matchs. Parce que l'OM, depuis l'arrivée des nouveaux investisseurs, n'a jamais gagné un gros match. C'est-à-dire, quand je parle de gros match, c'est contre Paris, contre Lyon. Les prétendants, en fait, ceux qui sont à la lutte. Cette année, malheureusement, c'était plus un grand, quoi. Mais c'est-à-dire les équipes qui sont à la lutte avec toi en tête, chaque année c'est difficile. Donc il y aurait le bon coup comptable, mais il y aurait aussi psychologiquement battre enfin Lyon, marquerait les esprits, et puis ça donnerait un peu confiance à ce groupe qui, pour moi,
vu la concurrence dans le championnat, avec tout le monde sur le pont, le 11 type tient la route pour aller chercher une place en Ligue des Champions pour moi. Je ne vois pas de 11 types, à part Paris et Lyon, je ne vois pas de 11 types supérieurs. Alors justement, c'est vrai que c'est un match qu'on n'a pas besoin de motiver ou surmotiver ses joueurs, quand on sait l'intérêt de cette rencontre face à l'Olympique Lyonnais, avec tout ce qui se passe autour, avec Rudy Garcia, les 120 ans, le public qui va être bouillant, les tifos, et puis cette deuxième place qui peut être aussi jouable d'un concurrent direct. Donc là, les joueurs sont certainement... le discours de l'entraîneur peut changer ou simplement ça se déroulera, toi qui as connu ce style de rencontre? Normalement, pour ce genre de match-là, il n'y a pas besoin de chercher une motivation ailleurs. Elle est naturelle, en fait. Voilà, elle est naturelle. Normalement, pour un coach, c'est plutôt facile à préparer. Le seul problème, c'est que Villas-Boas s'est mis un petit peu de pression avec ce qu'il a dit avant le match du PSG. C'est-à-dire, on n'est plus dans la même catégorie que Paris, c'est pas le match le plus important. Et donc, voilà, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, même si il fallait écouter toute la déclaration. Et quand on écoutait toute la déclaration de Villas-Boas, moi je trouve que c'était bien ce qu'il avait dit. Mais c'est vrai qu'on a ressorti c'est pas le match le plus important. Est-ce qu'il n'a pas dédramatisé un petit peu la rencontre, surtout? Oui, je pense en plus que dans le vestiaire, il a dû leur mettre la pression pour essayer d'aller faire un bon résultat. Donc ça, il ne faut pas douter de ça. Mais le problème, c'est qu'avec le résultat et le scénario du match contre Paris, c'est-à-dire la branlée sur une mi-temps, derrière, il s'est mis la pression parce que les supporters ils disent aujourd'hui, ok, Paris, ils sont plus forts que nous, mais là, par contre, Lille et Lyon, c'est des concurrents directs. Voilà, donc contre Lille, le boulot a été fait, mais c'est contre Lyon surtout qu'il est attendu au tournant. Et si ça tourne mal, je pense que le public et les suiveurs qui sont derrière lui depuis le début de la saison vont commencer à être un petit peu agacés, quoi, parce que voilà, c'est bien de faire des déclarations, mais après il faut assumer. Par contre aussi, ça se passe bien contre Lyon. Là, je pense qu'ils vont acheter un peu de tranquillité pendant un long moment et ça va permettre d'abord en championnat d'être tranquille et puis surtout engranger de la confiance. De la confiance et pousser les supporters derrière soi. Et pourquoi elle est importante cette rencontre aussi face à Lyon? Parce que derrière, il y a la trêve internationale. Aussi. Ça permet d'être tranquille pendant 15 jours. Ouais, de bien bosser, de récupérer les blessés. Parce qu'on sait qu'Alvaro il vient de revenir, il n'est pas encore à 100%, donc voilà, ça permet derrière d'avoir 15 jours pour récupérer les blessés, pour récupérer une équipe à 100%. Et ça veut dire aussi que tu vas arriver à la trêve de Noël bien placé. Dans un confort. Et moi j'attends avec impatience le retour de Thauvin parce que je pense qu'il peut changer l'équipe offensivement. La donne serait totalement différente. Exactement. Alors Eric, toi qui as été arrière-gauche dans ta carrière, je vais te parler de Jordan Amavi, bien sûr. Qui supporte un poids énorme sur ses épaules. Chaque fois qu'il rentre sur cette pelouse du Stade Vélodrome, il est sifflé. Quel conseil, toi, tu pourrais lui donner en tant qu'ancien, en tant que Marseillais, en tant qu'international? Même si ces dernières semaines, je trouve qu'il a relevé la tête. Non, mais déjà donner des conseils quand on est dans sa position, c'est compliqué parce que conseil, une petite astuce en fait. Après, c'est écoute, moi, j'ai plutôt envie de mettre en avant ce qu'il a fait contre Lille, et voire même la gestion de Villas-Boas avec ce garçon, parce que il était monté au créneau pour le défendre dans la presse en disant qu'il ne comprenait pas comment les supporters pouvaient être sur lui tout le temps comme ça, que c'était contre-productif. C'est pas évident, ça s'était jamais fait que quelqu'un prenne la défense aussi forte d'Amavi. Rudy l'avait pas fait, il n'a pas fait jouer. Et là, il le remet sur le dernier match où il fait dans l'engagement, dans la volonté. Et puis surtout, ce jour-là, alors je ne vais pas dire qu'il a retourné le public, mais en tout cas, ça s'est bien passé pour lui. Et alors c'est sûr que je vois ses performances et que même moi, j'ai été étonné de le voir autant en difficulté finalement après avoir très très bien commencé son histoire avec l'OM où il était devenu international et après un bon début, j'avoue que je n'ai pas compris comment il avait pu sombrer un petit peu comme ça dans des travers. Non, parce que la gestion au-dessus d'un coach ou de... Je suis pas sûr que... C'est différent parce que là, avec Villas-Boas, quand même, c'est totalement différent. Tu m'as parlé de la gestion, le discours qu'il a Villas-Boas avec ses joueurs, notamment avec Amavi, mais il a eu des discours aussi avec d'autres joueurs qui sont sortis, qui sont rentrés, où il n'a pas eu de problème. Oui, mais
je pense que mentalement, j'ai vraiment l'impression que mentalement il est fort. Ouais. Parce que pour subir ce qu'il a subi et continuer à rentrer au Stade Vélodrome et faire ce qu'il a fait samedi dernier, moi je trouve que mentalement il est fort. Par contre, c'est vrai que, alors on a tous connu des moments de difficulté dans une carrière. Le problème c'est que quand tu es en difficulté, en même temps que ton équipe est en difficulté et qu'en plus comme lui, c'est quand même un latéral qui est meilleur contre-attaquant que défenseur. Oui. Et quand malheureusement... quand tu es moins bien, tu n'es pas secondé aussi parce que l'an dernier, derrière, l'an dernier, tu prenais le bouillon défensivement. Et donc, oui, lui, ça se voyait encore plus et du coup, il a été pris en grippe. Et puis, on a senti qu'il avait du mal à remonter la pente, qu'il avait du mal aussi à reprendre confiance et qu'il s'est un petit peu enfoncé. J'espère, et on va le voir contre Lyon, j'espère que le match contre Lille lui a fait du bien. Et j'espère surtout, mais j'en doute pas, je pense qu'il sera bien accueilli au Stade Vélodrome dimanche soir et qu'il sera supporté par les supporters et que du coup ça va le faire. Après, il faut qu'il réussisse ses premiers duels. Et quand tu es latéral, tu es d'abord défenseur. Donc si tu te fais trimballer, tu es vite pris en grippe. Ouais. Ça commence à être difficile. Je voudrais revenir un petit peu sur les projets de McCourt. Toi qui as connu l'époque l'ère tapis. Qui, quand il est arrivé, il a révolutionné un petit peu le football, mais aussi par ses projets, par ses annonces. Le projet McCourt, tu en penses quoi? Ouais, alors moi j'ai du mal à comparer le football d'aujourd'hui avec celui que j'ai connu parce que ça n'a plus rien à voir. À l'époque, le club n'avait pas la valeur marchande qu'il a aujourd'hui, le joueur n'avait pas la valeur marchande qu'il a aujourd'hui, donc c'est carrément plus le même football. Moi, j'avoue que j'ai vu... Ce qui prime avant tout, quand même, c'est les résultats. Oui, non, mais ça prime toujours, mais tout ce qui est à côté, c'est quand même devenu assez compliqué, mais même assez compliqué à gérer. Moi, j'ai vu arriver le nouvel investisseur d'un bon oeil parce qu'on sentait que Madame Louis Dreyfus ne voulait plus investir dans ce club-là. Arrivé à saturation, en fait. Et oui, et puis c'était pas sa passion, c'était la passion de son mari. Lui a mis beaucoup d'argent dans le club, et donc moi je comprends très bien qu'à un moment donné, elle a dit bon on ferme les robinets, c'est l'argent de mes enfants en plus, donc voilà. Un peu logiquement. Oui, non, franchement, moi je trouve même qu'on a été dur avec elle parce que c'était pas son choix de récupérer ce club-là. Voilà. Donc moi à l'époque, j'arrêtais pas de dire à la radio notamment, il n'y a pas de souci, merci pour tout ce que vous avez fait, vendez le club, quoi. Voilà. Et ça a été long à vendre le club. Alors peut-être parce qu'il n'y avait pas d'investisseurs qui étaient capables de mettre le prix qu'ils voulaient ou que les investisseurs n'étaient pas fiables. Mais il n'empêche que quand elle a vendu le club, j'étais content parce que je me suis dit enfin on va passer dans une nouvelle ère. Surtout que le nouvel investisseur est arrivé en me disant on va mettre puis le choix de prendre Rudy. Je trouvais que dans la com et dans les choix qui avaient été faits au début, c'était plutôt judicieux. Et puis on parlait de cette enveloppe de 200 millions pour recruter. Donc moi je me suis dit il y a de quoi faire une belle équipe, quoi. Le problème c'est que 4 joueurs d'équipe aujourd'hui, je me demande où sont passés les 200 millions, quoi. C'est ça qui est un petit peu gênant et donc je pense qu'il y a eu des erreurs de fait dans la gestion du club. Et je reste encore persuadé aujourd'hui, et Dieu sait qu'à l'époque je le disais et que je me faisais allumer par les supporters, voire par les suiveurs du foot, la fameuse année de finale de Ligue Europa, pour moi, elle a été... Elle a empêché l'OM de finir sur le podium parce que cette année-là, si on se souvient, je crois que ça se jouait à un point contre Lyon pour finir 3e, 4e. La défaite contre Lyon, en fait. La fameuse tête de Depay, celui-là, je m'en souviens, hein, qui t'empêche d'être en Ligue des Champions. Et je pense que cette année-là, tu ne vas pas au bout en Ligue Europa. Tu finis 3e et que si tu es 3e, ton projet il prend une nouvelle dimension. C'est-à-dire que tu peux commencer dans le recrutement à taper des joueurs Ligue des Champions parce que ces mecs-là ne viennent que si tu joues à Ligue des Champions. Tu as 20, 30, 40 millions de plus, tu as des joueurs qui prennent de la valeur. Et du coup, le projet
aurait été boosté sur ce truc-là. Totalement différent. Et voilà. Et donc à l'époque, moi j'arrêtais pas de dire c'est génial la Ligue Europa, c'est génial l'engouement, tout ce que tu veux. Mais attention, si on n'est pas en Ligue des Champions, problème. Et quand on n'est pas allé en Ligue des Champions, à la radio, je disais, ça va être difficile. Et on me disait, ouais, mais non, mais la Ligue Europa, c'était top, c'est top. Oui, c'est top si tu la gagnes. Tu vois, au bout tu la gagnes, c'est top. Mais si tu la perds et tu perds ta 3e place, tu es en grande difficulté. Et c'est ce qu'on paye aujourd'hui. Hein. Ce qu'on paye aujourd'hui aussi, on ne paye pas aussi le fait d'avoir donné aussi les clés à Rudy Garcia pendant Alors, 3 ans. C'est ce que je disais dans les erreurs de gestion au niveau notamment du recrutement, puisque quand je dis les 200 millions, je ne les vois pas sur le terrain quand je regarde d'aujourd'hui. Parce que les choix qui ont été faits sur des jeunes, la fameuse post-formation, quand tu fais venir des jeunes de l'étranger à 15 millions, alors que tu y allais même au club, pour moi ça me pose un problème, quoi. Que tu fasses de la post-formation en prenant des mecs à 5 millions, comme l'a fait Lyon avec Dombélé, comme l'avait fait Monaco avec Martial, puisque je me souviens, il avait payé 5 millions. C'est pas des erreurs quand tu fais. Ben non, justement, c'est pas des erreurs. Quand tu prends des mecs de ce niveau-là et que tu les payes autour de 5 millions, tu as le droit, tu en attrapes un qui fait la culbute, ça te paye les éventuelles erreurs. Quand tu prends 2 garçons, que ce soit Radonjic ou Tchale Tatsar, qui sont des jeunes internationaux dans leur catégorie, dans leur pays. Mais si tu mets 15 millions sur ces garçons-là, alors que tu as Camara en même temps... On n'a pas ça, nous, Tu avais Camara, on a vu rentrer le petit Perrin récemment. Je ne suis pas sûr qu'il sera international un jour, mais en le faisant jouer, peut-être qu'il va prendre de la bouteille. Sur le terrain, il n'y avait pas trop de différence. On ne peut pas juger, il a fait 2 matchs. Mais avec Camara, il y a une différence. Oui. Voilà. Et Camara, tu l'avais chez toi. Et tu l'as fait jouer après que tu aies récupéré Tchale Tatsar. Donc c'est là où il y a un problème. Et je suis sûr qu'à Radonjic, je suis sûr que si tu fais jouer, là il y a le petit Ake qui commence à jouer, il y a le petit Liadji qui va arriver, mais qui est tout jeune. Que je suivais d'ailleurs à l'équipe de France en 2017, voilà. Qui est pas mal du tout. C'est un petit peu le problème à l'OM, puisque je sais que tu as envie de parler du centre de formation. Oui. Ça nous tient à cœur à tous les deux, ça. Oui, parce que l'histoire du centre de formation, elle est simple. Dans le football aujourd'hui, il n'y a pas de club qui sait travailler et d'autres qui ne sait plus travailler. Les méthodes sont partout les mêmes. On a eu ici un grand formateur, Georges Prost, qui est passé à Lyon. La génération Lacazette, Gonalon, Umtiti, tout ça, c'est lui qui les a eus. Il est allé à Southampton, c'est-à-dire qu'il a eu les Lallana, les Walcott, les Bale à Southampton. Non mais je veux dire, on l'a eu. Ouais. C'est-à-dire que pourquoi on ne saurait pas travailler ici avec ces gens-là, alors que dans les autres clubs où il est allé notamment, mais il y en a eu d'autres. Mais le problème d'un centre de formation, elle est simple aujourd'hui, c'est sur le marché, dans les jeunes, tu as la crème, tu as 10 joueurs que tout le monde veut. C'est la crème. Le problème, c'est que si en pro, tu n'envoies pas le message comme quoi tu fais jouer les jeunes, le jour où tu te mets sur ces joueurs-là ne viendront jamais dans ton club. Ils vont aller à Lyon, ils vont aller à Rennes, ils vont aller à Monaco, dans des clubs où ils ont plus de chances de jouer. C'est déjà les réactions des parents. Non, mais les parents, moi, un jour je l'ai dit ça à la radio, on me l'a reproché. Mais bon, pourquoi il se trouve que mon fils ne joue pas au foot, mais mon fils aurait joué au foot. Bien sûr. Il aurait eu le choix entre... Je ne l'aurais pas mis à l'OM. Bien sûr. Tiens, Montpellier, Marseille, c'est malheureux de dire ça. Mais aujourd'hui, tu es à Montpellier parce qu'il y a beaucoup plus de chances. Donc, faites jouer. Là, la meilleure pub pour le centre de formation, c'est Camara, Lopez, Perrin. Il y a eu d'autres petits jeunes qui ont commencé à jouer. Ça, c'est la meilleure pub pour le centre de formation. Parce que ça veut dire que le recruteur du centre de formation, quand il va aller voir les bons jeunes, les très bons jeunes, et peut-être qu'ils vont venir. Et donc, parce que c'est une vitrine. Oui, c'est une vitrine. Et puis c'est surtout qu'à l'entrée du centre de formation, c'est une machine, un centre de formation. Et je le répète, à Marseille, on sait travailler aussi bien qu'ailleurs. Si tu ne mets pas de la première qualité, tu ne peux pas avoir du top joueur qui sort. Le problème de l'OM, c'est qu'à l'entrée de la machine, il ne faut pas rentrer la première qualité puisque tu ne les as pas. Ils vont dans les grands clubs. Donc toi, tu prends le deuxième choix. Et bien le deuxième choix, c'est plus difficile pour le faire sortir. Et déjà, je trouve que c'est pas si mal finalement parce que le petit Camara, le petit Lopez, ils sont là. Il y a eu la Gambardella avec une finale il y a quelques années. Ça veut dire que déjà en ayant le deuxième choix à l'entrée de la machine, à l'entrée du centre de formation, tu t'en sors déjà pas trop mal. Donc, et ça c'est la responsabilité des pros.
envoie le message, fais jouer des jeunes en pro, ça sera plus facile pour recruter le premier choix. Je te coupe la parole, j'ai presque envie de dire que c'est une obligation aujourd'hui dans le football moderne, financièrement, d'avoir un centre de formation qui produit aussi des joueurs, des prodiges entre guillemets, des joueurs qui sont capables de jouer en première division, et notamment à l'Olympique de Marseille, parce que financièrement, si tu n'as pas de rentrée, il va falloir que tu formes. Oui, pour même derrière, tu vois, constituer une équipe. Comme ça a été le cas de Lyon, comme ça a été le cas de Paris, qui ont vendu tous leurs joueurs. Mais justement, Lyon c'est un bon exemple parce que si on se souvient bien, Lyon toujours centre de formation réputé. Si on se souvient bien à la grande époque de l'Olympique lyonnais, il n'y avait pas de jeunes de Lyon qui jouaient dedans. Et on s'est mis à découvrir des jeunes lyonnais, le centre de formation lyonnais qui travaille bien. Quand voilà, il a fermé les robinets parce qu'il construisait ce stade et qu'il a été obligé de faire jouer des jeunes. Et rappelle-toi, nous, notre génération, il n'y avait pas de jeunes qui jouent en pro. Et d'un coup, il y a eu des jeunes parce que le club a été en difficulté, parce qu'il a fallu faire jouer des jeunes à l'OM, mais pas qu'à l'OM. Souvent, on fait jouer des jeunes parce qu'on est dans l'obligation. Ben non, c'est plus facile de faire rentrer un jeune dans une équipe qui tourne bien avec des cadres que de faire jouer plein de jeunes d'un coup dans la nécessité. Et ça a toujours été le problème ici. Alors il y a la formation et puis il y a aussi ce dont on parlait tout à l'heure, la post-formation, c'est-à-dire qu'aller récupérer des garçons qui ont déjà été formés ailleurs et que tu récupères pour justement, parce que la vitrine de l'OM est importante quand même. Ça aussi, il faut savoir le faire et ça on ne sait pas le faire. Ou alors quand on le fait, on achète trop cher. Voilà, c'est ce qu'on a fait avec les deux petits dont on parlait tout à l'heure. Justement, on parlait de ces petits qui ont fait leur apparition chez les pauvres. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop dur avec le petit Lopez, avec le petit Camara, avec le petit Perrin, sur les réseaux sociaux, quand ils font une mauvaise performance? De suite, tout le monde leur tombe dessus. Parce que c'est des jeunes Marseillais, parce qu'on ne leur laisse pas le temps aussi de pouvoir s'exprimer. C'est pas de mon avis, moi je trouve qu'on tape trop souvent sur... Ça a toujours été comme ça ici. Malheureusement, quand on regarde l'histoire, mais il faut que ça change peut-être. Oui. C'est une mentalité. Oui. Alors en plus, aujourd'hui, moi franchement, je suis admiratif de la gestion, de la manière dont certains joueurs gèrent un petit peu tout ce qui est autour du foot aujourd'hui, parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est dur. Nous, à la limite, on jouait, le lendemain, on était critiqués dans le Provençal ou dans le Méridional ou dans la Marseillaise. Voilà quoi. Alors que là, maintenant, c'est le mec qui est sur son canapé à l'autre bout du monde, il regarde le match et il te défonce le lendemain et c'est repris. Voilà. Donc c'est quand même compliqué de jouer aujourd'hui. Mais oui, c'est... Après, je trouve que le petit Camara notamment, qui est le plus jeune et qui montre beaucoup de qualité, je le trouve mentalement, je le trouve solide. Hein, parce que les jeunes aujourd'hui, je les trouve beaucoup plus solides que nous à l'époque au même âge. Un avis, justement, un avis. Dans l'axe, 1-6. Alors moi, depuis le début, j'arrête pas de dire que je le verrai plus en 6 parce qu'il manque un peu de vitesse derrière. Mais derrière, je l'ai trouvé bon, quoi. C'est toujours pareil. C'est avec qui tu l'associes. Parce que je trouve derrière, il a un coup d'œil. Techniquement, c'est propre. Il ne prend pas la pression. Il joue. Il met les pieds. Et donc, ce petit manque de vitesse se voit quand tu n'as personne qui compense à côté de lui. Si tu as un mec à côté de lui qui... Surtout quand c'est le dernier homme sur le terrain. Voilà, oui, mais si tu joues, je sais pas, moi je te dis n'importe quoi, il joue à côté de Sergio Ramos ou de Thiago Silva ou de... C'est plus le même volume de jeu. D'un coup, tu vois, quand il va te prier dans le dos, il y aura peut-être quelqu'un, tu vois, ou avec un latéral qui va vite et qui lui aussi a le sens du jeu. Donc c'est pour ça que dans cette équipe-là, avec les qualités de ses partenaires, c'est vrai qu'il peut être vite en difficulté quand tu joues contre une équipe où il y a des mecs qui vont vite devant. Et là, au milieu, je trouve que justement, ça se voit moins et que toutes ces qualités, c'est-à-dire son coup d'œil, son placement, il est bon au contact et puis surtout il est propre. Techniquement. Parce qu'aujourd'hui, dans le foot actuel, le premier relanceur est souvent même le numéro 10
les numéros 10 n'existent plus aujourd'hui. C'est vrai. Le numéro 10, c'était depuis Pirlo, c'est le mec, on le met derrière parce que c'est tellement compliqué d'aller jouer là-haut que Pirlo, il est venu se mettre devant la défense pour être numéro 10. Verratti, c'est pas numéro 10, c'est lui qui fait le jeu à Paris et tu peux le mettre devant la défense. Ça veut tout dire et plus rien dire aujourd'hui. Et voilà, donc si tu veux, il a cette qualité de relance qui fait que moi, il me plaît beaucoup devant la défense. Et puis surtout, il règle deux problèmes parce qu'il règle un autre problème de la sentinelle qu'on n'a pas depuis quelques années quand même. Qu'on n'a pas. Après le départ de Gustavo aussi. Voilà. Et donc du coup, il règle deux problèmes en étant au milieu. Et peut-être qu'avec le retour d'Alvaro, Tchale Tatsar, il va faire la maille et que peut-être ça va être la solution, quoi. On va voir. Bon, on va passer à autre chose. On va parler un petit peu quand même de ta carrière. Ouais, on n'est pas obligé. Pas obligé, mais ça me fait plaisir. Allez. Ça me tient à cœur de rappeler un petit peu, même si tous les gens, notamment ici et dans la France et dans l'Europe, te connaissent très bien. Champion d'Europe, 93. Finaliste, la Ligue des Champions, en 91. 5 titres de champion de France. Une Coupe de France. Ouais, la fameuse contre Monaco avec le... Une défaite, une finaliste aussi en Coupe de France. 23 sélections. Aucune défaite. Exactement. Nationale. C'est une grande fierté, ça. Ça, c'est quelque chose d'important. Ouais, parce qu'en plus, ça a été... j'ai eu 2 périodes en équipe de France, donc avec Michel Platini, donc, quand il était sélectionneur avant l'Euro 92. Donc c'est lui qui me lance. Assez rapidement d'ailleurs, quand je suis reconverti arrière-gauche ici par Gérard Banide. Et après, je me fais les croisés en 91. Et du coup, cette période-là... C'est Gérard Banide qui te met arrière-gauche ou c'est Arsène Wenger qui commence à Nancy? Non, alors... Voilà, que ce soit clair, parce qu'il y a beaucoup de... Oui, voilà. non mais l'histoire, elle est pas si compliquée que ça finalement, puisque Gérard Banide, quand il revient au club, enfin quand il arrive au club, moi je suis prêté à Nancy, et lui était venu voir des matchs l'année d'avant. Tu vas être là toi encore, l'année... Juste avant. Voilà. Et il était à la Coupe du Monde, Gérard, donc la Coupe du Monde 86, et quand il revient, il demande mais il est où le petit Dimeco Et lui déjà à l'époque, donc en venant voir les matchs parce qu'il savait qu'il allait reprendre l'équipe, m'avait remarqué, mais je jouais les gauches, mais il s'était dit tiens, celui-là, il a quelque chose. Il aimait les joueurs qui allaient vite, et il aimait les joueurs qui tamponnaient en fait, qui étaient agressifs sur le porteur du ballon. Et donc lui déjà il avait cette idée-là. Bon, j'y avais été prêté, donc lui il était parti dans son projet pendant 2 ans. Et en réalité, je sais qu'avec Michel Hidalgo, ils en avaient parlé avec Arsène Wenger, qui était donc mon entraîneur à Nancy, en lui disant si tu as l'occasion dans la saison de le faire descendre un peu sur le terrain, écoute, nous ça nous intéresse de voir un peu ce que ça donne. Voilà. Et donc c'est comme ça que, parce qu'Arsène avait eu bien sûr la même idée, mais à Nancy, quand je suis arrivé, j'avais joué avant-centre des fois, avant-centre et les gauches, voilà. C'était un joueur polyvalent, quoi. Ouais, non, mais bon, après, oui, mais bon, je marquais pas... Après, il faut trouver son poste. Ouais, puis je marquais pas assez de buts, donc j'étais un ailier à l'ancienne, quoi, qui débordait, qui centrait, donc Arsène, voilà, ils ont eu la même idée, quoi. À un moment donné, c'était évident pour eux que devant je ne percerais pas et qu'il fallait que je recule sur le terrain. Et donc c'est vrai que c'est avec Nancy, un match contre Nice, je m'en souviens que Arsène m'avait fait jouer couloir à gauche, plus bas sur le terrain, dans un dispositif à 3 défenseurs centraux. Et il m'avait refait jouer derrière une fois dans un système à 4 et voilà, quoi. Et donc, ça a fonctionné en fait. Et donc, quand l'année où je reviens, Gérard me dit, écoute, moi, tu viens... Gérard Gillet, hein? Non, Gérard Banide, là. C'était toujours parce que Gérard était toujours là. Et Gérard Banide m'avait dit, écoute, tu viens en stage pendant 15 jours en Forêt-Noire avec nous. Je veux te mettre là pendant 15 jours, voir si ça donne. Et puis si ça marche pas, on te trouvera un club, quoi. Alors tu parles, j'avais tellement envie de revenir pour jouer que je faisais les centres et je reprenais de la tête. J'arrêtais pas de courir. Et moi j'ai une petite histoire, je me rappelle quand j'ai joué contre toi, l'année où tu fais ton année de prêt à Martigues. Ouais, c'est l'année d'après Nancy. Je jouais à Bastien, on joue à Martigues. Exactement. Et c'était quasiment la fin de saison et justement je te dirais qu'est-ce que tu vas faire cette année, tu me dis je crois que je vais arrêter le football, avec Fatih Chebel, je vais monter un restaurant. Je me te rappelle bien. Ouais. Il a cru le but en rien de temps.
Mais c'est dingue parce que j'ai déjà raconté l'histoire parce qu'en effet, donc je fais l'année à Martigues en deuxième division. Petite histoire entre nous, ça, qu'on avait discuté après match. C'est ça, tu as raison. Ouais, non, mais c'est ça parce que je plafonnais quoi. Et à la fin de la saison, je me souviens, je partais en vacances. J'étais donc sous contrat avec l'OM. J'étais allé voir Jean-Pierre Bernès en lui disant écoute, j'ai un club, j'avais Angers. Hervé Gauthier, qui était un ami de Fatih Chebel avec qui je jouais à Martigues, qui lui voulait que je vienne, donc c'est un club de deuxième division, que je vienne pour jouer attaquant encore là-bas. Et donc je suis allé voir Jean-Pierre et j'ai dit écoute, je pars en vacances, ça m'a saoulé, arrange-toi avec eux, quand je reviens, tu me dis, je pars et tout. Et donc si je pars pas en vacances, je signe à Angers. Et donc je pars 15 jours en vacances, quand je reviens, c'est là que Jean-Pierre m'a dit non mais Gérard, il veut que tu partes en forêt noire, il veut t'essayer défenseur. Angers, on verra après, voilà, c'est comme ça quoi. Donc ça c'est. Une carrière, ça se joue à l'opportunité, ouais, à l'envie, la chance, rencontrer le bon entraîneur au bon moment, parce que et moi d'ailleurs je lui en suis toujours reconnaissant quand je croise Gérard Banide, c'est toujours pour moi c'est grâce ma carrière, j'aurais pu faire une carrière moyenne d'attaquant de Ligue 2, peut-être en Ligue 1 qui monte, on fait un truc voilà, et grâce à lui je fais la carrière que j'ai faite quoi, c'est-à-dire internationale, gagner la Ligue des Champions avec des titres. Et tout ça, ça se joue sur 15 jours, quoi. Sur 15 jours, un essai. Bon, après, j'ai ma chance, tu vois, mais... Oui, il faut saisir l'opportunité voilà. aussi. Mais la chance, on me l'a donnée, quoi, voilà. Donc, et c'est lui qui me l'a donnée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui si on arrive à faire une comparaison entre le football de ta génération, de la mienne, et d'aujourd'hui? Est-ce que c'est football business? Est-ce que l'ambiance change dans les vestiaires, en dehors des vestiaires? C'est-à-dire que nous, on était très souvent ensemble, on décodait, on plaisantait. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est la personnalité, les contrats, les sponsors. Mais moi, j'ai du mal, tu sais... ça tue pas un peu le football? Ouais, mais alors, moi, j'essaie toujours d'être indulgent avec les joueurs de maintenant. Parce que c'est pas de leur faute. Le football est devenu, oui, un business. La marchandise, en fait. Oui, mais le football est devenu un produit qui est devenu cher, avec des droits télé énormes, donc avec les clubs avec des gros budgets, avec des salaires énormes. Et moi, je trouve que c'est normal, puisque c'est le joueur qui génère l'argent, donc il ne manquerait plus que le joueur génère l'argent et que l'argent, il y a d'autres. Donc ça va aux joueurs. Le problème, c'est que du coup, les clubs, et vu la valeur des joueurs aujourd'hui, c'est vrai que les clubs n'ont plus d'attache avec les joueurs. Un club, dès que jeune le petit Camara, le jour où quelqu'un va venir en lui en donnant 60 millions ou 50 millions, ils ne vont pas avoir de scrupules pour le vendre. C'est dommage, donc, ça, quand même. Oui, mais donc, on ne peut pas reprocher aux joueurs de ne pas avoir l'esprit club quand le club n'a plus cet esprit-là non plus. Regarde le petit Nasri. Le petit Nasri, il aurait joué de notre temps, il aurait peut-être fait toute sa carrière à l'OM parce que le club était fort, parce que le joueur n'avait pas de valeur et tout. À un moment donné, on lui a dit, écoute, tu vaux 30 millions, nous on a besoin de 30 millions, tu pars. Le petit Ovin, ça a été pareil. Ouais. On a préféré l'envoyer dans un club en bois parce qu'on avait besoin de 20 millions. Ou je ne sais plus comment c'est le truc. Donc ne reprochons pas aux joueurs de ne pas avoir l'esprit club. Ils sont traités comme de la marchandise. Donc, eux, ils sont tombés dans un système. Et nous, on jouerait aujourd'hui, on ferait comme eux. Ouais. Les anciens qui m'expliquent que non, il ferait autrement, moi, je ne les crois pas. Parce que tu joues aujourd'hui, tu fais comme eux. C'est normal. En fait, tu te rends compte, Jean-Charles, du jour au lendemain, tu as 20 ans, on te donne 100 000 ou 200 000 euros et tu vaux 30 millions ou 40 millions. Ah non, tu crois que tu gères ta carrière comme on l'a géré nous? Nous, on ne coûtait rien, nous, il n'y avait pas de transfert, on ne coûtait rien, et les salaires, c'était des salaires normaux. Surtout, on était transférés souvent en fin de contrat. Oui, mais ça ne coûtait rien. C'est gratuit en fait. Voilà, il n'y avait pas de transfert. Donc comment tu veux qu'un gamin de 20 ans garde la tête sur les épaules quand on lui dit, bon, tu vas aller là-bas, tu coûtes 30 millions, quand tu y arrives, on te donne 200, 300, 400, 500. Ben, nous aussi, on aurait pété un plomb. Voilà, c'est pour ça que il faut faire attention quand on juge les mecs d'aujourd'hui. On reviendrait aujourd'hui, à 16 ans, tu as déjà une valeur, tu es porté au nu, au centre de formation, on te passe tout, et on te fait signer ton contrat pro pour te verrouiller, on te donne des sommes. On ferait comme eux. Je pense qu'on ferait comme eux. Alors peut-être pas ceux qui ont pété les plombs complètement, mais je pense que tu n'as plus le même esprit qu'on pouvait avoir nous, où nous on est resté pas. C'est notre gestion en fait, du football aujourd'hui. Oui, c'est du marketing, c'est de la finance. C'est pour ça que j'arrête pas de dire... les clubs et les joueurs. Les joueurs, moi je suis le plus heureux du monde qui touche autant d'argent.
parce que bon, notre carrière est courte, et si on leur donne, c'est que ça veut dire que ça rapporte 2, 3 fois, 4 fois plus. Mais ils génèrent de l'argent, hein, c'est normal que les acteurs en profitent. Mais voilà, donc c'est pour ça que ne jamais oublier, quand on les critique, ne jamais oublier cette dimension-là. Et je le dis tout le temps, ce n'est plus le même football. Je n'ai pas connu. Mais tu sais, quand on parle des dirigeants de l'époque qui se permettaient des choses avec les joueurs, parce que justement... on a vu un sujet dernièrement. Ils viendraient, les grands dirigeants de l'époque, ils viendraient dans le football aujourd'hui, ils ne pourraient pas faire ce qu'ils faisaient à l'époque. Exactement. Ils ne pourraient pas faire. Aujourd'hui, à l'époque, tu avais un joueur qui n'était pas sérieux, tu le prenais, tu le mettais de côté. Oui, le mec, tu lui cassais sa carrière. Là, aujourd'hui, le mec, il n'est pas sérieux, tu le mets de côté. D'abord, tu le mets de côté, tu perds 20 millions. Oui. Et 3 mois après, transféré. Et 3 mois après, il part dans un autre club. Pour le double, peut-être. Voilà, exactement. Où il va gagner le double de chez toi. Donc, tu n'as plus de moyens de pression. C'est pour ça que j'en reviens, quand je te parlais des générations, est-ce que cette forme de transfert, d'agents qui tournent autour des joueurs, des avocats, enfin peu importe, les joueurs, ils n'ont plus l'esprit club, ils n'ont plus l'esprit... Il y a moins je dirais, de liens, en fait, qui rassemblent les joueurs. Mais je vais te répondre à ce que je t'ai répondu tout à l'heure. Pourquoi tu voudrais qu'ils aient l'esprit club alors que le club n'a qu'une envie quand il va avec quelque chose, c'est de les... Quel jeune joueur aujourd'hui peut se dire je vais jouer toute la carrière dans mon club. J'aime mon club, je vais tout jouer dans... Même il y en a beaucoup qui le disent et qui ne le font pas non plus. Mais même s'il a envie, je te le répète, c'est les clubs qui les poussent dehors maintenant, les mecs. C'est les carrières quand je vois... les Maldini de l'époque, les Totti, les trucs, ça ne peut plus exister aujourd'hui. Et tu regarderas, il y a quelques joueurs à qui ça arrive encore, parce que c'est les dernières générations, tu verras, ça n'existera plus. Terminer, oui, non, mais voilà, tu as quelques clubs en Angleterre où tu as des historiques. Clubs, la Rome, ça reste quand même... Oui, mais regarde, tu vas voir que ça ne va plus être possible. Et ce n'est pas de la faute des joueurs. Et donc, on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir l'esprit club quand les clubs se comportent mal avec eux. Et tout ça pour en venir un petit peu à la finale de 91, que tu disputes contre l'Étoile Rouge de Belgrade à Bari. Si je me sens bien, tu étais blessé à un genou. Oui, je m'étais fait les croisés 15 jours avant la Coupe de France. 15 jours avant. Et c'est ce qui se dit, ce que j'ai entendu dire par des copains à toi, les anciens photos, Carlos Moser notamment, quand Tapi a dit Dimeco est blessé, Dimeco ne jouera pas. Carlos a été voir, il a dit Dimeco, nous on va jouer pour lui s'il a un problème. Exactement. C'est la vérité. Ouais. C'est la différence en fait. Oui, et ça c'est une histoire que les gens doivent savoir. Oui, oui. Tu vois l'esprit d'équipe, ce que je veux dire, c'est... Même si c'est différent. Charles, je vais te dire un truc. Ça fait partie d'un grand club, ça. Tu me proposes de revenir aujourd'hui avec les salaires qu'il y a aujourd'hui, je ne veux pas revenir aujourd'hui. Parce que malheureusement, je pense, et je suis malheureux pour eux, qu'ils ne se régalent pas autant que ce que nous on s'est régalé par rapport à justement tout ce qu'il y avait en dehors du foot. Oui. Ils se régalent parce que les stades sont beaux, il y a des grands matchs, il y a tout ce que tu veux, ils gagnent énormément d'argent, il n'y a pas de souci médiatiquement, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, ils ne peuvent plus faire ce qu'on a fait nous. Mais même quand on faisait les cons. Maintenant, un joueur, quand il fait le con, il est filmé par un mec, il l'envoie sur les réseaux sociaux. Nous, on a fait des trucs que tu le fais aujourd'hui, on sera en prison. Pour les réseaux sociaux, il faut du mal. Voilà, exactement. Donc si tu veux, oui, il y avait des trucs qu'on pouvait faire, qu'on ne peut plus faire. Et c'est pour ça que je suis heureux d'avoir connu le football que j'ai connu par rapport au football de maintenant. Parce que je pense qu'on a pris beaucoup plus de plaisir que ce qu'ils prennent aujourd'hui. Plus d'amitié en fait aussi. Hein. Ouais, dans le plaisir, il y a ça. Dans le plaisir, il y a l'amitié, le partage, les conneries que tu fais. Voilà, c'est... Pas raconter les conneries qu'on a faites, mais en fait, on a fait des grosses. Vous pouviez en faire des conneries, puisque chaque année vous étiez champion de France. Ça ne me dérangerait pas que le... Ouais, mais on se faisait tirer les oreilles, t'inquiète. Oui, mais on te tire les oreilles, mais tu es toujours champion de France. Le boss, il nous tirait les oreilles quand il savait. Le boss, qu'est-ce qu'il disait après? Vous avez gagné le match, bravo, vous êtes les meilleurs. Il nous tirait les oreilles. Avant de terminer, juste ton plus beau souvenir? Alors, c'est toujours pareil, c'est difficile. Quand je suis obligé de parler de 93, mais c'est pas mon plus... C'est glorieux, 93, voilà, en fait. C'est glorieux, c'est le peuple, c'est... Ouais, puis même ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à ça. Quand tu bosses dans les médias derrière, c'est parce que ce titre-là, il apporte énormément pour la reconnaissance derrière. Mais moi, mon titre préféré, ma période préférée, et le truc qui m'a... qui reste encore gravé, c'est le doublé de 89, parce qu'on n'avait pas encore la pression que Tapi nous avait mis derrière.
pour aller chercher la Ligue des Champions. C'était encore l'insouciance, une vraie équipe de copains. J'ai souvenir avec Gérard, Gilly, j'ai souvenir que l'équipe, ça marchait tellement bien, on gagnait tellement facilement et c'était tellement bien rodé en fait, qu'à l'entraînement, Gérard, souvent il arrivait, à la fin de la saison, il jetait un ballon au milieu, il disait allez, on fait une opposition. Et donc Carlos, il jouait, enfin Carlos n'était pas là, mais il y avait Jean-Pierre, il jouait libéraux, nous on jouait attaquant, c'était de la récréation. C'était il y avait Karl-Heinz, c'était la récréation. Toute l'année ça avait été la récréation, une ambiance de folie, l'insouciance encore parce qu'on n'avait pas autant de pression du boss. Et donc le doublé qui n'avait pas été fait depuis 17 ans, c'était 72, donc c'était 17 ans. Voilà, donc, et puis cette finale qui avait été merveilleuse contre Monaco, 4-3, JPP qui avait flambé d'un côté, Marcel, Dib qui avait flambé de l'autre. Voilà, pour moi c'est le moment où j'ai le plus pris mon pied dans ma carrière. Après, derrière, oui, il y a les titres, il y a les machins, mais on était tellement programmé pour les gagner et Bernard nous avait mis tellement de pression parce que c'était chaud, hein. C'était chaud chaque année, il dégageait des mecs, moi j'avais failli partir, je m'étais accroché aux branches pour pouvoir y arriver parce que je devais partir cette année-là, donc non, c'était non. Plus mauvais souvenir, si tu en as un? Il y en a toujours, plus ou moins, mais... Moi, je pars du principe que une carrière, c'est du global, c'est-à-dire qu'il faut perdre pour pouvoir gagner. Et pour pouvoir apprécier les victoires, il faut avoir perdu aussi avant. Donc quand tu perds sur une main contre Benfica, qu'on te fait devant toi, que tu pleures parce que tu dis plus jamais je ferai faire une finale, hop, 2 ans après tu refais une finale en 91, donc tu te dis bah tiens finalement j'ai déjà oublié 89 quoi, ou 90. Et puis quand tu perds au pénalty en 91, que tu dis pareil, jamais plus je la gagnerai, c'était l'année ou jamais. Et puis tu vas la gagner en 93 et du coup c'est encore plus beau parce que tu l'as perdu 2 ans avant. Donc du coup, les 2 tragédies de ma carrière hein, qui sont la demi-finale contre Benfica avec la main de Vata, puisque je suis au marquage, je le vois, et donc je m'en suis voulu pendant des années. Et la défaite, comment cauchemar, ouais. Et la défaite en 91, c'est même plus aujourd'hui des mauvais souvenirs parce que c'est des. Ça t'a permis c'est l'expérience. Vraiment, tu le vois encore aujourd'hui. La Ligue des Champions, c'est ça qui est bien. Elle se donne pas comme ça au premier venu. C'est vrai. Et tu regardes Chelsea, ils avaient mis beaucoup d'argent et ils ont mis longtemps pour la gagner. Et Paris, ils en mettent beaucoup aussi. Et Paris, pareil. Peut-être qu'un jour ils la gagneront, mais derrière il faut souffrir pour la gagner celle-là. Et les grands clubs qui la gagnent régulièrement, ils ont une histoire derrière où ils ont souffert aussi avec des matchs, des finales perdues, des tragédies, tout ce que tu veux. Voilà. Et donc, si tu veux, nous aussi, on a été obligés de payer cher et de perdre difficilement et douloureusement pour pouvoir la gagner. Donc, c'est l'histoire du foot, ça. Et tant mieux d'ailleurs. Écoute, tu nous as régalé, comme d'habitude. On tient à remercier RMC Sport de t'avoir permis de venir nous voir à Football Club de Marseille. Mais tu es le bienvenu quand tu es sur Marseille. Tu vas me faire un petit coucou, tu es chez nous. Un plaisir, Charles, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci, mon poulet.